Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et nous recevons Alexandre Sfintesco. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte DPLG et à la tête de votre agence CEF. Vous détenez aussi un master en droit, urbanisme et développement durable. Vous avez été collaborateur de François Leclerc que nous avons interviewé dans le Comme d'Archi #19 de la saison 2. Vous êtes resté environ 20 ans dans son agence ? C'est ça, voilà, je suis resté tout juste 20 ans. Et vous étiez même associé ? Oui. Ouais. Puis vous avez décidé de sauter le pas et de créer votre agence il y a à peu près un an. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, parce que quand nous avons enregistré avec François Leclerc, vous deviez venir le matin avec Paul Lègre aussi. Ah oui. Et on m'apprend que vous veniez de démissionner. Ouais, en fait, j'ai démissionné au bout de 20 ans, pile Ouais. poil. Ouais. Je me donne tout le temps des règles comme ça, c'est-à-dire que j'ai appris énormément chez François Leclerc, avec d'abord du Sapin Leclerc, puis François Leclerc. Et je m'étais dit toujours, je partirai le jour où j'aurai l'impression de refaire la même chose, où j'aurai l'impression de pas découvrir des nouvelles choses. Et finalement, je me suis rendu compte que de toute façon, l'architecture, l'urbanisme était un métier où on passait son temps à découvrir des choses, à apprendre, et que finalement, ce moment-là où je m'ennuierais ne viendra pas. Et donc, j'arrivais à l'âge fatidique des 45 ans. J'avais passé 20 ans et je me dis... Alors, j'étais associé, il y avait cette idée de transmission, mais peut-être un peu par impatience et puis par volonté de porter moi-même mes propres discours. Je suis parti juste avant le confinement. Et en fait, je suis assez content d'être parti avant, parce que je ne serais pas parti au milieu de la tempête. Et donc là, il y a mes 3 anciens associés qui sont Charles Gallet, Paul Lègle, Anne-Claire Ebrard qui reprennent la suite, qui accompagnent François Leclerc dans la prolongation de l'agence Leclerc Associés. Enfin, c'était quand même très audacieux, courageux. Être associé d'un grand architecte, d'un grand nom de l'architecture, c'est quand même déjà formidable. Oui, bien sûr que c'est formidable, hein. Et je remercie d'ailleurs François de m'avoir fait confiance. Je crois que d'ailleurs, s'il y a une chose sur laquelle je peux vraiment remercier François, c'est la confiance. C'est-à-dire que toujours, il m'a poussé, il m'a donné confiance, il m'a aidé finalement à devenir architecte pour être associé à ses côtés et l'accompagner. Et donc, il m'a vraiment aidé là-dessus. Et en effet, il y a eu un moment où je me suis senti le besoin et l'envie de raconter mes propres histoires. C'est marrant parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas du tout dans cette idée de monter ma propre agence, etc. C'était pas une finalité. C'est devenu une sorte d'évidence au fur et à mesure de l'avancement de ma carrière, de mes projets, de mes rencontres. Alors justement, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Ouais, alors, cette envie d'architecture, elle est venue... j'ai une famille qui est une famille d'artistes assez multiculturelle. C'est-à-dire que du côté de ma mère, ils sont tous artistes. Ma grand-mère est une artiste belge reconnue qui s'appelle Francine Ollet. Mon grand-père est architecte urbaniste, s'appelle Michel Ollet. Ma mère est artiste. Ma sœur est artiste peintre aussi. Mon frère est musicien. Il a un groupe de musique qui s'appelait Nose, qui a très bien fonctionné pendant un certain temps. Et maintenant, il est aussi artiste puisqu'il est restaurateur. Et donc, j'ai eu cette culture assez forte du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'était plutôt une culture d'ingénieur.
Et donc j'avais ces deux côtés, entre un côté très artistique, un côté très rigoureux, une culture aussi, une multiculture liée à d'un côté la Bretagne par mon grand-père maternel, la Belgique par ma grand-mère maternelle, la Roumanie par mon père. Et donc je suis un espèce de mélange de tout ça qui aujourd'hui crée celui que je suis. Mais surtout, je crois que mon envie d'architecture, elle est venue par mon grand-père. Mon grand-père, donc, il était architecte urbaniste, il est toujours vivant. Il pratique plus, il a 97 ans, hein. Il est en pleine forme encore, mais bon, il y a un moment où il faut arrêter le métier et faire d'autres choses. Il a arrêté il y a combien de temps, si c'est pas indiscret? Non, je crois qu'il a arrêté il y a 25 ou 25 ans, je Ah crois. oui, quand même. Il a été raisonnable. Il a été raisonnable. En fait, il a Oui. été raisonnable. C'est-à-dire qu'il a eu une agence assez importante. Il avait une agence d'environ 140 personnes. Oui. Et puis, il avait ce métier d'architecte urbaniste qui m'a fasciné dans non seulement la capacité de faire l'architecture, mais aussi de faire la ville. C'est-à-dire qu'il a été inventé des choses. Il a transformé l'espace parisien. Il a participé, même très fortement au plan Lafay, qui a développé et transformé l'ensemble de l'espace parisien dans les années 60. Il a théorisé l'urbanisme vertical avec les dessins qu'il a fait lorsqu'il était chef d'agence chez Lopez sur le front de Seine à Paris. Il a dessiné Bobigny, il a dessiné aussi et théorisé toutes les Olympiades à Paris. Donc, il a vraiment eu cette vision, pas seulement d'architecte, mais aussi d'urbaniste. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Et en fait, j'ai eu une chance, c'est que dès l'âge de 5 ans, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais devenir architecte. Et donc, je ne me suis pas posé d'autres questions ensuite dans mon éducation, sur ce que je voulais faire, etc. Et donc, j'ai pu finalement suivre mes études de manière très, très simple. Alors, j'ai une éducation assez cadré, puisque j'ai été élevé d'abord chez les jésuites. Ensuite, j'ai fait une année dans une école un peu de post-68 art, un peu étonnante, qui a fermé d'ailleurs à la fin de l'année où j'y étais. Ensuite, à Paris? À Paris, oui, ça s'appelait Sainte-Thérèse, dans le 13e. On avait 20 heures de cours de dessin par semaine. J'étais en première à l'époque, on avait des cours de nu, on allait dans des musées. C'était génial, fabuleux. J'ai rencontré des gens incroyables là-dedans. Ensuite, j'étais dans une école protestante, à l'école alsacienne, donc j'ai fait des écoles très variées. Pas pour des raisons théologistes ou autre chose, etc., mais plutôt parce qu'il y avait une éducation un peu cadrée qui, en même temps, était pas mal, parce qu'elle faisait le pendant de mon éducation familiale, qui était elle, beaucoup plus artistique, beaucoup plus multiculturelle. Il y avait des artistes qui passaient en permanence à la maison. On faisait des pièces de théâtre, on faisait des concerts, il y avait des musiciens tziganes, il y avait des metteurs en scène allemands un peu radicaux qui venaient aussi à la maison faire des œuvres. Il y avait des gens du monde entier, parce qu'on habitait une maison dans le 13e. Et ma mère, de manière très intelligente, lorsque elle s'est rendue compte que la maison était grande et que ma sœur était partie, etc., elle a pu ouvrir certaines chambres à des artistes, enfin à des étudiants du monde entier qui sont venus aussi passer 6 mois à la maison. Donc c'était des étudiants qui venaient, certains de Norvège, certains d'Amérique, du Nord, du Sud. Et ça m'a ouvert aussi à une culture différente, à des contacts avec des gens à travers le monde. Et finalement, l'architecture, c'est un peu ça. En fait, il ne faut pas que l'architecture soit un milieu fermé sur lui-même. En fait, l'architecture, et c'est mon grand-père qui m'a appris ça aussi, c'est que pour être architecte, il faut tout connaître. Il faut connaître la littérature, il faut connaître l'art, il faut connaître la sculpture, il faut connaître le théâtre. La technique, le droit aussi, La technique, le droit. Il m'a aussi appris que finalement... La géographie, le territoire, la politique, ça fait beaucoup de choses. Exactement. En fait, il y a besoin d'avoir cette maîtrise complète de tout ça pour venir finalement créer des actes d'architecture qui sont un peu la synthèse de tous ces éléments qui participent en fait de notre culture commune. Et donc en parallèle de cet apprentissage évidemment d'école, j'ai eu moi-même un apprentissage de la ville. J'ai fait beaucoup de photographie, j'ai fait beaucoup de graffiti, j'ai fait beaucoup de DJing aussi. Donc j'ai découvert la ville différemment, le jour, la nuit, avec des regards différents. Et c'était important pour moi dans ma compréhension et ma lecture de la ville et une sorte d'appropriation aussi de la ville. En fait, c'est ces éléments-là, la manière de vivre
la ville par ses propres moyens, en étant jeune, en sortant le soir, en étant DJ, en allant graffer dans des terrains vagues, en marquant la ville de son propre nom, en photographiant la ville et en se réappropriant la ville, en faisant des croquis de la ville. Finalement, on se réapproprie l'espace public, on se réapproprie sa propre ville et on la comprend. Et en parallèle de ça, il y avait aussi cette notion donc très urbaine et aussi une notion de nature très forte qui est liée à deux choses. D'un côté, la mer. Mon grand-père, qui est architecte, était aussi un marin. Et il m'a emmené naviguer sur quasiment toutes les mers. On a navigué jusqu'en Irlande, jusqu'en Norvège, jusqu'en Écosse, dans les Caraïbes. Et ce rapport à la mer, à cet élément qui est plus fort que nous. En fait, il nous fait nous sentir tout petits. C'est-à-dire qu'on est... j'ai finalement ce double rapport entre la ville, qui est un espace maîtrisé, que l'humain a totalement organisé en fonction de ses envies, de ses pensées. Et à l'inverse, la mer, qui est un espace où l'homme vient, mais est tout petit, et il sait que de toute façon, il ne la maîtrisera pas, et il est obligé de se mettre en retrait et de l'écouter. Et il y a la mer et la montagne, parce que je pratique aussi beaucoup de haute montagne, et là aussi de se rendre compte que, on est là, on l'écoute, on essaye de se mettre à son niveau de manière à ce qu'elle nous respecte et qu'elle nous laisse vivants, parce que ce soit la mer ou la montagne, c'est des éléments qui peuvent potentiellement nous prendre. Et puis, c'est aussi une manière de se rendre compte qu'il y a une nature qui est là, qui est importante, qui sera toujours plus forte que nous, mais qu'il faut respecter. Et donc, ce double rapport entre ville et nature forme vraiment, finalement, moi, ma manière de comprendre le paysage, le territoire et le monde autour de moi. Et le vide est aussi matière. Le vide est matière. Et on s'en rend compte énormément lorsque on marche dans la neige, que tout d'un coup, cette matière absorbe le bruit, qu'on se sent non seulement seul, mais tout d'un coup, comme dans un studio de radio ici, totalement vide par le bruit, ou la mer qui, au contraire, a une sorte de bruit permanent, qui est ce qu'on appelle les bruits blancs, qui nous accompagnent toujours et qui est extrêmement apaisant. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une absence de bruit, de l'autre côté une présence continuelle de bruit, mais qui, de toute manière, sont des bruits extrêmement apaisants. Et on se rend compte que la nature est apaisante. Voilà. Donc, vous avez fait vos études Alors oui, d'architecte. mes études d'architecte. Alors c'est marrant, en fait, je parle pas de mes études d'architecte comme un élément important. Parce que finalement, mes études d'architecte sont un moment au milieu de mes 5 ans de et votre et aujourd'hui. vocation. Ouais. C'est-à-dire que les études d'architecture m'ont permis d'apprendre un élément qui est extrêmement important et je pense que c'est ça qu'on apprend dans les études, c'est on m'a appris à faire du projet. Et donc, concentrer ma connaissance pour faire du projet et m'impliquer jusqu'au bout pour que le projet devienne ce qu'il doit être. Et ça, je pense que les architectes sont les seuls à avoir cette éducation du projet. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils vont avoir une culture du résultat, les financiers aussi, etc. C'est-à-dire que l'architecte, on ne lui apprend pas du résultat, on lui apprend à faire du projet. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le métier, plutôt dans les études d'architecture, avec avant les études, finalement un apprentissage de la vie, les études et ensuite un apprentissage du métier qui se fait après. Et donc j'ai fait mes études à Belleville, notamment parce que c'était une école qui avait une réputation d'être une école assez sérieuse. Et en effet, c'est une école sérieuse où j'ai appris, en effet, à faire du projet, à avancer, etc. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fini mes études. Voilà, je suis encore en train d'apprendre là. Vous êtes un explorateur insatiable. Peut-être. Voilà, en tout cas, je me contente jamais, je me dis jamais que je suis arrivé. Alors, quand vous êtes sorti de l'école, vous avez atterri directement chez François Leclerc ? Oui, alors, justement, dans la manière dont je suis arrivé chez François Leclerc, j'ai étiré ma sortie d'école. C'est-à-dire que je suis arrivé chez François Leclerc en tant que stagiaire, de manière très, très amusante. En fait, je trouvais qu'à l'école, je n'avais pas assez d'heures de cours, et donc je voulais faire d'autres choses à côté, et je voulais trouver un stage. Et donc, j'ai cherché un stage qui était situé entre chez moi et l'école. Donc j'ai cherché dans les petites annonces et puis je suis tombé sur une annonce d'une agence que je connaissais pas, qui s'appelait Du Sapin Leclerc. J'ai appelé de manière très naïve. Je suis tombé directement sur François Leclerc qui m'a dit ah bah oui, on cherche quelqu'un, venez. Je fais mais quand? Là maintenant? Il fait oui, venez maintenant. Donc je suis arrivé là tout de suite chez lui. J'avais pas un CV, rien du tout. Je suis arrivé, il m'a dit bonjour, est-ce que vous pouvez commencer demain?
Oui, pas de problème. Et je me suis retrouvé dans la rue, j'étais monté, j'étais redescendu, et puis ça s'est fait comme ça. Donc il n'a jamais vu mon CV, ce que j'ai fait avant, etc. Et donc il m'a fait finalement confiance tout de suite. Et c'est ça en fait qui m'a formé aussi dans ma culture. Et finalement je me suis totalement formé avec Fabrice Dussapin, avec François Leclerc, dans cette agence magnifique qui finalement s'est développée presque en même temps que moi, où j'ai fait beaucoup de choses, puisque je suis arrivé stagiaire, je suis devenu chef de projet, directeur de projet, associé dans l'agence. J'ai développé un pôle lié au logement. J'ai fait beaucoup d'urbanisme opérationnel. J'ai travaillé en région, ou en région, je travaillais aussi sur des projets de tertiaire, sur des projets d'activité. J'ai travaillé à l'étranger aussi. J'ai travaillé en Algérie, pour l'ambassade de France d'Alger, où j'ai réalisé des logements. J'ai travaillé en Espagne, où en Espagne, j'ai fait un projet très beau à Malaga. Mais tout ça dans le cadre de l'agence Leclerc. Mais tout ça dans le cadre de l'agence Leclerc. Et, Oui. et en fait, ce qui était magnifique, c'est que François m'a permis de m'exprimer dans son agence, que ce soit au François ou Fabrice, puisque dans les 20 ans que j'ai passé dans l'agence François Leclerc, il y a eu d'abord 10 ans qui étaient du Sapin Leclerc, puis 10 ans de l'agence François Leclerc, avec Fabrice qui était aussi Fabrice du Sapin, qui était un créatif insatiable, qui ne peut pas s'empêcher de continuer à créer, aussi bien en architecture, en dessin, en sculpture, en musique perpétuelle. Et c'était assez fabuleux de côtoyer finalement ces deux personnalités qui, là aussi, m'ont formé, m'ont forgé dans ma pratique de l'architecture. C'est-à-dire, j'ai eu d'abord ma culture de l'architecture et ma pratique de l'architecture, et cette pratique de l'architecture, elle a été développée par eux deux. D'accord, donc entre guillemets, les maîtres, vous les avez plutôt appréhendés dans votre vie professionnelle qu'à l'école. Mais tout à fait, oui, oui. Ouais. Et il y avait encore Siriani quand vous étiez à Belleville? Oui, alors il y avait Siriani, mais j'ai volontairement pas fait Siriani, notamment parce que je trouvais que c'était un peu trop dogmatique. J'ai une vision très pragmatique en fait de l'architecture, beaucoup par le sensible, par l'usage, par la compréhension des besoins, moins par la forme. Et donc j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, que les cours de Siriani étaient une sorte de grande messe qui étaient organisées, etc., et dans laquelle je me sentais pas du tout à l'aise. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus Tangible. sensible, humain, Mmh. tangible. Et donc c'est plutôt vers ça où, en fait, à l'école, j'ai jonglé entre les différents studios, plus comme si je me faisais moi-même mes propres apprentissages, mes propres choix, plutôt que si je devais suivre une ligne tracée dans l'école. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors, Ah. en fait, pour moi, cette sortie d'école n'existe pas, mais la Ouais. question est plutôt, est-ce que je pense avoir réalisé ce que j'imaginais lorsque j'avais 5 ans? En fait, quand j'avais 5 ans, je voulais devenir architecte. Mmh. Et j'ai commencé à le réaliser, finalement, le jour où j'ai vu mon premier bâtiment, le premier bâtiment que j'avais dessiné, se construire. Et là, j'ai commencé à le réaliser. Mais je ne l'ai pas totalement réalisé, et j'espère que je ne le réaliserai pas totalement, parce que finalement, ce rêve d'architecte, il se construit au fur et à mesure, et il continue de se construire avec de l'architecture, de l'urbanisme, des projets extrêmement variés. Et finalement, je continue à me poser des questions de et après, qu'est-ce que je fais? Que vont devenir les projets suivants? Quels vont être les nouveaux enjeux sur lesquels je vais pouvoir travailler? Alors justement, maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, récente de vos projets? Je dis récente parce que vous êtes indépendant depuis 1 an. Alors, oui, alors je suis indépendant depuis 1 an, et c'est vrai que j'ai monté une nouvelle histoire. Donc je me suis appuyé sur déjà un savoir, une pratique de l'architecture que j'ai eue, aussi bien de la connaissance de ce qu'est l'architecture, de ce qu'est l'urbanisme, une connaissance des territoires, une connaissance de ceux qui construisent aussi et qui font que les choses se font, et puis d'un constat. D'un constat qui est que l'architecte aujourd'hui, il perd en compétences depuis environ 70 ans. Il perd en compétences pas parce qu'il a envie, mais parce qu'il y a des compétences autres qui se mettent au-delà. Il y a des ingénieurs qui ont développé eux-mêmes des cellules extrêmement bien organisées, qui font l'ingénierie, qui font l'économie des bâtiments, et l'architecte a perdu au fur et à mesure. Il y a les collectivités qui sont
organisés, développés dans la culture de l'urbanisme. Les promoteurs qui aussi commencent à avoir une culture de l'urbanisme. Et finalement, cette culture, elle est diffuse, et l'architecte, il la perd un peu. Sur la programmation, il finit par perdre un peu ces éléments-là. Le chantier aussi, où sur le chantier, les maîtres d'ouvrage privés ont tendance à vouloir garder le chantier ou le donner à des maîtrises d'œuvre d'exécution totalement détachées de l'architecte. Ce qui Et- donne souvent des résultats un peu catastrophiques d'ailleurs, non? Qui donne de Mhm. temps en temps, alors pas toujours, mais Pas qui donne de temps toujours. en temps des résultats catastrophiques parce que le maître d'œuvre d'exécution va se poser la question de la réalisation, de qu'est-ce qu'on fait quand l'entreprise va dire bah non, la poutre de 50, elle doit faire 100 parce que il y a des raisons techniques, et le maître d'exécution il va faire oui, c'est comme ça, il va pas toujours se poser les bonnes questions. Et donc en fait, j'ai voulu apporter les réponses qui sont les doubles réponses. Les réponses que moi j'avais sur ce que doit être le métier d'architecte, qui doit reprendre en fait ces compétences-là, et aussi une réponse au marché qui ne fait pas confiance aujourd'hui à l'architecte sur l'ensemble de ses missions. Et en tant qu'architecte, c'est difficile de lui dire « mais si, je sais faire, vous inquiétez pas, etc. » ou d'aller les pleurer auprès d'eux. Et donc j'ai plutôt organisé les choses en disant « voilà, je vais faire des sociétés qui savent faire chacun des métiers spécifiques qui sont attendus par le maître d'ouvrage, organiser tout ça par un architecte qui a la vision globale Mhm. du métier. Et donc, j'ai monté plusieurs sociétés, des sociétés d'architecture qui font l'architecture, de l'urbanisme, une société d'AMO qui accompagne notamment sur la programmation, sur les montages financiers, sur une capacité finalement presque de venir en amont du maître d'ouvrage et de comprendre les choses bien avant lui auprès des collectivités, des aménageurs, des bailleurs sociaux. Et une société aussi qui va faire la maîtrise d'œuvre d'exécution, mais qui va faire la maîtrise d'œuvre d'exécution de manière extrêmement étroite avec les architectes et les urbanistes. Voilà, donc l'idée c'est de répondre à la demande et en même temps d'avoir des spécificités, tout ça. Et tout ça, en fait, je l'ai mis dans ce que j'appelais une plateforme d'urbanisme opérationnel. Plateforme d'urbanisme opérationnel parce que cette plateforme, elle a vocation donc à regrouper l'ensemble de ces métiers, avoir la capacité de répondre soit de manière spécifique à chacun des sujets, soit de manière globale à l'ensemble des sujets. Donc, avoir des spécialités et avoir une vision globale. Tout ça, donc ça, je le fais avec un associé. Je me suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Kevin Antoine Éloi et qui est en fait un ancien client. Un ancien client qui est un ancien maître d'ouvrage. Il dirigeait Nixity Apollonia. Et on s'est retrouvé depuis longtemps sur un élément qui est extrêmement important pour nous, qui est le projet, et notamment le projet urbain. Il est urbaniste aussi, il a fait le cycle d'urbanisme de Sciences Po, il est ingénieur aussi, et donc il vient avec son œil d'ingénieur et d'urbaniste, moi d'architecte et d'urbaniste, une connaissance du métier très différente, avec moi plutôt une connaissance des architectes, des maîtres d'ouvrage et de leur volonté, lui une connaissance en effet des attentes des maîtres d'ouvrage, mais aussi une connaissance finalement de tout le milieu qui est au-delà, qui sont les collectivités, qui sont les bailleurs sociaux, et toutes les attentes de toutes ces personnes-là. Et donc on arrive à répondre, avec tout ça, à des attentes de maîtres d'ouvrage, de collectivités et autres, et d'apporter une réponse qui est une réponse globale qui les rassure. Et en fait, plus les clients sont rassurés, plus ils vous laissent tranquille faire du projet. C'est-à-dire que si on n'est pas en conflit avec eux sur des sujets d'organisation, etc., on peut parler véritablement projet et on peut avoir plus de temps pour parler des sujets qui sont vraiment importants pour notre métier. Alors, vous êtes lancé dans le salariat, vous avez des salariés ou est-ce que vous travaillez avec des freelances ou... Alors, après avoir passé 20 ans dans une Ouais. grosse agence, je sais qu'un élément qui est important, c'est finalement une certaine organisation et une confiance dans les autres. C'est-à-dire une organisation qui permet justement que les choses puissent être produites, faites, et que moi, mon rôle, c'est de dessiner, de concevoir, d'organiser et de faire en sorte que l'architecture soit la mieux possible. Mon rôle, il n'est pas de dessiner les détails, il est de corriger les détails, d'initier le détail, de faire en sorte que le détail soit dessiné, de le corriger pour qu'il soit parfait. Et donc, dès le départ, j'ai voulu justement mettre en place cette organisation. Donc aujourd'hui, le groupe Urbans, donc, qui comporte ça, aujourd'hui il y a 25 personnes dedans, et qui sont dans les différentes sociétés. Et pour regrouper et fédérer l'ensemble de ces personnes, on a des locaux qui sont à Paris, qu'on appelle le Studio 28,
On l'appelle Studio 28 parce que l'idée, c'est d'avoir un lieu qui soit fédérateur et plein d'ouverture. C'est-à-dire, on a voulu, avec Kevin Antoine Éloi, faire un lieu où les personnes qui bossent là se sentent bien, parce qu'ils vont passer du temps ici. Et donc, on a plutôt imaginé comme presque un lieu d'habitat, avec une sorte de bibliothèque, un salon, une salle à manger, dans des tons très doux. On ne voulait pas du tout avoir une agence d'architecture qui soit une machine à faire de l'architecture, trop blanche, trop cadrée, trop machin, etc. Mais un lieu d'ouverture qui est aussi lié même à ma culture. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des artistes qui vont venir. On va faire des expositions tous les 3-4 mois pour que les murs, ça ne soit pas des plans d'architectes qui soient là, mais au contraire, des artistes qui viennent, avec souvent des jeunes artistes qu'on va mettre en relation avec des maîtres d'ouvrage, parce qu'il y a aujourd'hui un bâtiment, une œuvre, qui est un élément qui est très fort, porté par le ministère de la Culture et qui permet de mettre en avant des jeunes artistes. Et là, l'idée, c'est de les pousser là-dessus. Mais c'est aussi utiliser les salles de réunion qu'on n'utilise pas tout le temps nous-mêmes pour d'autres personnes. Là, il y a une thérapeute qui aujourd'hui utilise les locaux pour notamment offrir à certaines personnes des soins avec un prix peut-être un peu moindre, puisqu'en fait, on offre les locaux et ça permet à des personnes qui ne pourraient pas avoir des soins, accéder à une thérapeute, d'y accéder. On va aussi offrir, ou plutôt louer à des prix modiques, des places dans notre agence. Là, il y a 2 jeunes start-upeuses qui travaillent sur un centre de soins dédié aux femmes. On va aussi ouvrir évidemment à des graphistes, des designers, à des écrivains, etc. L'idée, c'est que le Studio 28, le lieu finalement qui regroupe toutes les sociétés de Urbance, soit un lieu très ouvert, avec plein de personnes qui vont venir. Avec chaque personne qui va venir va apporter sa culture, sa vision globale, et va faire une conférence pour l'ensemble des personnes qui sont là, qui va permettre d'échanger et de faire en sorte que les personnes de l'agence ne se cultivent pas uniquement avec Pinterest ou avec Instagram, mais aient des ouvertures avec d'autres choses. De revenir au réel. Exactement. Alors peut-être pas revenir au réel, au contraire, revenir au rêve, Au finalement. rêve. Voilà. Donc vos projets. Ah, mais mes projets, alors oui, en effet, je suis une jeune agence, donc ça fait 1 an que l'agence est créée, et aujourd'hui, on n'a pas de projet réalisé. On a beaucoup de projets qui sont pour l'instant des projets, on va dire, dans les cartons, dont on ne peut pas parler parce que ce sont des projets qui restent encore un peu confidentiels, notamment parce qu'on est avec des clients sur soit des concours, soit des terrains qui sont encore pas totalement signés. Mais il y a 2 projets dont je voudrais parler. Un premier projet qui est le premier projet, on va déposer un gros permis, là, on le dépose là dans les jours qui arrivent. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de Loïc Blons, qui dirige une des filiales de Nexity, et qui nous a fait confiance sur un projet. On construit 120 logements à Ivry-sur-Seine. On a la chance d'avoir un terrain magnifique. Alors, j'ai toujours tendance à dire que j'ai de la chance, que les choses tombent bien, mais je trouve que la chance, ça se provoque aussi. En fait, il faut savoir la saisir. Et là, Loïc Blons m'a donné la chance de travailler avec Nexity et Linkcity sur un projet donc de 120 logements, sur une petite tour de 13 étages qui va regarder la Seine dans un territoire qui est magnifique, qui est le territoire porté par UAPS et Base, qui sont toutes ces berges de Seine au niveau de ce qu'ils appellent Ivry Pop, dans un quartier qui est piloté d'un côté par Castro, Denisov et Associés, de l'autre côté par l'agence ANMA. Donc on est dans un environnement connu, maîtrisé, mais avec une capacité de produire des logements magnifiques, avec des vues fantastiques, avec des terrasses partagées. Enfin voilà, on a cette capacité et cette chance de faire ce premier projet là avec Nexity. Et puis le deuxième projet dont je voudrais parler, c'est un projet urbain. Voilà, moi j'ai toujours été entre le projet d'architecture et le projet urbain. Et là aussi, une chance incroyable de travailler sur un terrain qui, depuis des années, fait le rêve de tous les promoteurs et tous les architectes, qui est un terrain qui se trouve à Louvciennes, qui est en fait l'ancien terrain de l'OTAN, à Louvciennes, terrain de Villevert, sur lequel il y a eu 10 000 projets. Il y a eu Bulle qui s'est installé dessus. Moi, je me rappelle en 2003 avoir fait un concours avec l'agence du Sapin Leclerc sur l'installation de Canal+ dessus. Et puis là, j'arrive au moment où finalement,
il y a un groupement de promoteurs, Via et Horizon, qui achètent le foncier, qui nous missionnent auprès de 3-4 pour être des urbanistes de ce secteur-là et développer une vision de comment est-ce qu'on construit sur un territoire comme celui-là, comment on s'intègre aussi bien de l'histoire, qui est l'histoire de Versailles, de Saint-Germain, et donc comment est-ce qu'on vient avoir une ville relativement ordonnancée, et en même temps une ville nature, puisqu'on est à proximité de la forêt de Marly. Voilà, donc comment est-ce qu'on vient, dans ce secteur-là, recréer une ville, un univers qui est véritablement ancré dans son territoire. Voilà, donc ça fait partie des 2 projets qui, aujourd'hui, me portent véritablement à cœur. D'accord. Et donc à Horizon, la livraison, Alors, vous avez déjà des... la livraison, alors sur Ivry, on dépose le permis. Ça va être un permis qui va être long. Il va mettre 1 an à être instruit. Le chantier va démarrer très certainement en 2022, puisqu'en fait l'idée c'est d'avancer sur le reste, et donc on va être livré en 2024. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est architecte et qu'on commence, c'est toute la difficulté de la communication lorsqu'on est jeune, c'est que on a tendance à communiquer sur des choses qui ne sont pas réelles. Et moi, je suis un peu dans les deux. C'est-à-dire que j'ai construit beaucoup, je sais ce que c'est que le réel, et en même temps, là, dans la communication que je veux avoir, évidemment, je ne veux pas communiquer sur ce que j'ai fait avant, parce que je laisse ça à l'agence Oui, Leclerc Associés. mais vous avez le droit quand même de communiquer. Oui, bien sûr. Alors, Oui. bien sûr que j'ai le droit. En plus, j'étais associé, donc Oui. j'ai évidemment le droit de communiquer. Mais j'ai besoin, en même temps, de me faire ma propre histoire. Oui. C'est-à-dire recréer alors, cette histoire, ce passé, cet héritage, je le garde très fort en moi, parce que c'est ce qui m'a formé dans aussi bien les personnes avec qui j'ai travaillé, que dans la manière de faire, que dans les projets que j'ai faits. Mais j'ai besoin là aussi de venir recréer une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, ces nouvelles agences, elles ont besoin de s'appuyer sur des nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Vous avez alors justement, dans ces projets qui vont naître, ces nouveaux projets, votre propre histoire, quels sont vos... Alors, j'ai bien compris que le dogme, c'était pas votre truc, Non. et j'adhère complètement. Mais vous avez une vision, vous êtes pétri de toute votre expérience. Et ça donne quoi aujourd'hui, votre vision de l'architecture? Alors, Simplement. Non, Allez, mais, ouais. Alors, c'est très bonne question, merci de l'avoir posée. Non, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une vision, en effet, très pragmatique de l'architecture. Très pragmatique, qui est liée à l'usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit dans les bâtiments, comment on vit dans son logement, dans son bureau, comment on va vivre les espaces extérieurs, comment on va partager les uns les autres, comment on va vivre avec son rez-de-chaussée, sa ville, quelle est la manière dont le bâtiment va s'inscrire dans son territoire. En fait, cette double vision entre usage et territoire, ça forge, à mon sens, véritablement la manière de faire de l'architecture. Et donc, en effet, je ne suis pas dans un dogme, ni dans une mode de l'architecture qui doit être absolument en bois ou absolument en bois, Ouais. absolument rigoureuse, absolument généreuse, absolument l'un ou l'autre. En fait, oui, elle doit être tout ça, et elle doit être tout ça parce qu'il y a une raison de le faire à tel endroit. Mais dans tel autre endroit, peut-être qu'il n'y a pas du tout de raison de faire ça. Peut-être qu'il faut faire une architecture totalement différente. En fait, on est toujours, en tant qu'architecte, dans cette volonté d'exister. Et il y a toujours cette idée que l'architecte, il doit être un créateur, et donc il doit exister par-dessus tout. Mais on est aussi un architecte qui doit se mettre au service de la ville, au service de l'habitant, au service du territoire. Et il y a un équilibre à avoir entre les deux. Il faut jamais penser une architecture par Instagram. Il ne faut jamais imaginer l'architecture en disant « là, je verrais bien un très beau bâtiment bleu ». Non, c'est pas ça l'architecture. C'est quels sont les usages, comment dans ce territoire je vais m'inscrire, quelles sont les attentes des personnes qui vont habiter à l'intérieur, et comment le bâtiment que je vais construire, quelle est l'histoire de la ville dans laquelle je suis, quel est le territoire dans lequel je suis, et finalement, quelles sont les ressources qui sont à proximité aussi, et comment le bâtiment va être une sorte de synthèse de tout ça. Voilà. Et donc, ça va être des architectures, des bâtiments qui vont être très différents en fonction des rencontres. Voilà. Mais la population a envie d'être étonnée aussi. Vous parliez d'imaginaire tout à l'heure. Alors, à partir de tous ces paramètres, il y a aussi une projection, en tout cas, nécessaire. Une synthèse. Oui, alors la population
il y a besoin d'être étonné, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une succession d'étonnements les uns à côté des autres. Une succession d'étonnements les uns à côté des autres, Oui, c'est un peu une succession d'ego. ça fait une succession d'ego et ça fait du cafouillage à la fin. En fait, c'est important d'avoir dans un quartier un bâtiment qui va être une icône du quartier. Si tous les bâtiments sont des icônes, finalement, il n'y a plus d'icônes qui existent. Il y a besoin d'avoir une rigueur dans certains endroits. Finalement, on est dans un quartier qui est paisible, dans lequel on s'inscrit avec de la végétation, des bâtiments dont on va reconnaître un certain équilibre entre les bâtiments. Mais c'est vrai qu'il y a besoin qu'au milieu de cet équilibre, il y ait un bâtiment qui va surgir de ça, qui, lorsque ça peut être un bâtiment public, c'est le bâtiment public qui souvent a ce rôle-là. C'était la mairie, l'église ou autre qui avait ce rôle un peu de bâtiment phare. Lorsqu'on est dans des bâtiments de logement, il peut y avoir un programme un peu différent qui va jouer ce rôle-là. Et c'est important parce qu'il participe aussi à l'identification nécessaire des habitants à leur quartier. Voilà. Donc c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être une nécessité que tous les bâtiments le soient. De temps en temps, je vais réaliser des bâtiments qui vont être des icônes, mais de temps en temps, je vais réaliser des bâtiments qui vont être à côté d'icônes et qui vont au contraire devoir se mettre en retrait par rapport à cette icône pour que cette icône elle soit encore plus forte par rapport au territoire et par rapport aux habitants. Alors, une autre question. Vous venez d'être interviewé à plusieurs reprises sur la qualité des logements qui se dégradent. Et François Leclerc vient de publier une tribune sur la qualité des logements qui va dans le même sens que votre propos. Vous êtes l'un des architectes actifs dans le projet du Printemps de l'hiver, qui est l'étude sur l'habitat des seniors, avec Guillaume Sicard que l'on a interviewé très récemment. Vous parlez de la surface des logements qui a diminué ces dernières années, comme François Leclerc d'ailleurs, et Guillaume, lui, parle de futurs logements dédiés aux seniors d'environ 35 mètres carrés, ce qui est petit, mais du moment que ces logements soient qualitatifs. Alors finalement, où est la vérité dans tout ça ? Ouais, alors bon, il n'y a pas une vérité, hein, toujours. On est toujours dans la recherche de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que, en effet, là, pour l'instant, il y a une actualité qui est diverse. Il y a Catherine Sabat qui porte aussi la question de la qualité de l'habitat. On fait cette étude, donc le printemps de l'hiver, qui interroge finalement ce que c'est que le bien vieillir en ville pour les personnes âgées. Et François Leclerc, il porte une vision sur cet habitat dégradé, dégradé, plutôt des surfaces qui se réduisent. Et cette vision, je trouve qu'elle est très juste parce que il appuie là où on peut appuyer. C'est-à-dire que les architectes, depuis des années, se posent la question et entre eux disent « mais c'est trop petit, comment on va faire ?» et tout. Mais on est pris face à des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont le prix du foncier, la capacité des acquéreurs à acheter, le fait que les promoteurs ils vont se faciliter la vie en cherchant plutôt des investisseurs qui vont investir et donc calibrer les logements par rapport à des investisseurs. Et tout ça favorise finalement des logements qui sont de plus en plus petits. Pour que les choses évoluent, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Et en fait, c'est là-dessus que François travaille. C'est comment faire en sorte qu'on définisse des règles de qualité pour tous, qui va faire en sorte que finalement, les promoteurs, ils ne vont pas se battre juste sur l'argent qu'ils vont pouvoir gagner plus ou la capacité à vendre vite parce que c'est des petits logements et que ça va s'écouler, etc. Mais plutôt sur une qualité intrinsèque de l'ensemble des logements. Donc il va falloir légiférer, c'est ça ? Nicolas Michelin a aussi cette réflexion, il me semble. Alors, oui, Nicolas Michelin a aussi cette réflexion, mais là, en fait, où François arrive au bon moment, c'est qu'il arrive après le confinement, il pose la question au bon moment, il intervient avec Laurent Girometti sur le sujet-là, et il en fait un rapport ministériel. C'est-à-dire qu'en fait, il rend visible auprès du gouvernement cette question-là en disant vous ne pouvez pas continuer à penser que le logement se dégrade, c'est vraiment trop dommage. Non, vous pouvez agir et vous avez les outils et vous êtes les seuls à avoir les outils pour faire en sorte que ça évolue. Et en fait, il met le gouvernement face à ses responsabilités et je trouve ça très bien. En parallèle, donc Guillaume Sicard, il parle de 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, c'est évidemment petit. On ne va pas dire le contraire. Lorsqu'on est à 35 mètres carrés, on est plutôt dans du logement foyer, dans du logement groupé. On n'est pas chez soi. Les attentes, en fait, on s'est rendu compte dans cette étude qu'il y avait des attentes très diverses, très variées des personnes âgées. Oui, lorsqu'on est une personne âgée, on a tendance à se dire tiens, mon logement, il est trop grand, qu'est-ce que je vais en faire ? Peut-être que soit je vais réduire mon logement et avoir juste finalement ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin,
on se rend compte que finalement, ce dont les personnes âgées ont le plus besoin, c'est un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain, et potentiellement une chambre en plus où ils peuvent accueillir des personnes en plus. Cette chambre en plus, elle peut être chez eux ou elle peut être partagée. Voilà. Donc si on devait définir une cellule minimum dans du logement propre, on serait plutôt aux alentours de entre 47 et 52 mètres carrés. Voilà. Ça, c'est la surface raisonnable pour qu'une personne âgée puisse vivre chez elle. Quand on est dans du logement géré, éventuellement, on peut être dans des surfaces peut-être plus petites, à 35 mètres carrés, parce qu'il y a des services qui sont les services en commun, qui sont organisés différemment, etc. Notamment la cuisine, qui est souvent une restauration qui est extérieure, etc. Mais la question de la surface du logement, c'est un vrai sujet et qui est corrélé à des sujets que aujourd'hui les architectes ne maîtrisent pas, puisque ce sont des raisons financières, des raisons d'organisation, etc. Et donc le fait que des architectes comme François Leclerc prennent ça en main et portent ça auprès du gouvernement, je trouve que ça va, je l'espère, on va voir comment ça va évoluer, hein. On connaît tous ces rapports ministériels qui ont été portés et où le gouvernement choisit finalement ses chevaux de bataille et où il va aller. Mais on sent que, étonnamment, il y a un retour non seulement des architectes qui disent génial, enfin, on porte cette vision-là, etc., mais même de la part des maîtres d'ouvrage, ils disent oui, enfin, parce qu'en fait, ils se rendent compte, les maîtres d'ouvrage, que les logements sont trop petits, mais ils se disent en même temps, on n'a pas le choix. Parce que si on veut exister, on est obligé de se battre avec les armes des autres. Et s'il n'y a pas de règle sur la taille du logement, finalement, c'est là-dessus que c'est le parent pauvre de ce qui reste. Et j'en connais beaucoup qui sont malheureux de ça aussi. Donc, le fait que ça soit porté comme ça d'un point de vue ministériel va peut-être permettre de faire bouger les choses. En tout cas, je l'espère. Et je soutiens fortement François dans cette mission qui s'est donnée. Bon. Alors, comment imaginez-vous le monde d'après? Les architectes sont obligés d'anticiper sur l'avenir. Oui, alors, on est toujours dans le présent et l'avenir. J'ai eu un grand-père architecte urbaniste et j'ai vu que finalement, on répond toujours à notre société d'aujourd'hui. Il a construit dans les années 70-80, c'était le monde du tout-voiture. À son époque, il y avait même des autoroutes qui étaient prévues pour rentrer dans Paris, l'autoroute A6 qui devait prendre l'avenue d'Italie et pénétrer Paris, etc. Et c'était l'avenir à l'époque. Donc, on répond à un avenir, mais en fait, qui est un avenir proche, qui sont les interrogations d'aujourd'hui. Les interrogations d'aujourd'hui, c'est finalement, on sent que la Terre est dans une période un peu difficile, voilà, où l'homme il a un peu abusé et que peut-être il va falloir qu'on prenne les choses en main et que sur le territoire, retravailler sur la densité, retravailler sur la qualité d'habiter en ville. En fait, les réponses qu'on a aujourd'hui, qu'on a post-confinement sur on vit mal dans nos petits logements, il y a des réponses qui sont apportées notamment par François Leclerc sur des logements plus grands. Il va falloir aussi se porter des questions sur des espaces extérieurs généreux, sur comment est-ce que nos villes qui ont été portées aussi par la voiture, par l'urbanisation, par la bétonisation, comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre plus vertes et comment on va pouvoir travailler à une densité heureuse et non pas un étalement. L'idée de dire « Ah oui, non mais la ville, elle n'est pas bien, faut habiter à l'extérieur ». On va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec l'étalement urbain, on va se retrouver avec du pavillonnaire à foison. Aujourd'hui, ce qui cause des vrais problèmes en France, c'est pas la ville, c'est le pavillonnaire. C'est le pavillonnaire qui s'étale, c'est le pavillonnaire qui est celui qui va le plus aller venir sur des champs, etc. Et cette facilité qu'a l'ensemble de la population de cracher sur la ville, la crache parce que la ville, elle ne s'est pas positionnée aujourd'hui dans une aimabilité par rapport aux habitants. Et il va falloir qu'elle reprenne cette aimabilité. Il va falloir que finalement cette ville qui offre tous les services à proximité, qui permet de se déplacer à pied, qui permet d'avoir des réseaux qui sont communs à tout le monde, d'avoir une gestion finalement efficace de son territoire, il va falloir qu'elle se prenne en main et qu'elle repense sa manière d'être et sa manière d'offrir un plaisir à l'ensemble des habitants. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Alors, j'en aurais plusieurs conseils. Un, d'être curieux. Déjà, d'être curieux de tout. De pas... Ça revient beaucoup. Ouais. De pas penser qu'ils savent tout. De surtout pas sortir de l'école en se disant « Ah, ça y est, je suis architecte ». Non, ils ne sont pas architectes. Ils ont appris à faire du projet d'architecture.
Le métier d'architecte, ils vont l'apprendre longtemps. Le métier d'architecte, ils l'ont appris quand ils étaient jeunes déjà. Ils ont appris à voir le territoire, ils ont appris à voir tout. Le métier d'architecte, je pense qu'on apprend perpétuellement à être architecte. Ce qu'ils apprennent pendant leurs études, c'est véritablement, finalement, à canaliser l'ensemble des connaissances nécessaires à leur métier. À canaliser la technique, à canaliser la sociologie, à canaliser le dessin. Voilà. En fait, les études d'architecture, elles sont là pour apprendre à faire du projet. Le métier d'architecte, on l'apprend sur le tas. Et il y a 10 000 manières d'être architecte. Et en fait, c'est les choix qu'ils vont faire après, les endroits où ils vont aller, les agences dans lesquelles ils vont aller, qui vont faire leur propre manière d'être architecte. Est-ce qu'ils vont construire pour du particulier? Est-ce qu'ils vont construire des gratte-ciel? Est-ce qu'ils vont travailler dans des CAUE? Enfin, peu importe. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que, en tant qu'étudiant architecte, on apprend finalement à faire le projet et c'est ça qui est le plus important. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Moi, je dirais, croyez en l'avenir. C'est-à-dire, ne pas regarder en arrière, ne pas se dire c'était mieux avant, se dire ce sera mieux plus tard. En fait, on voit bien que on est passé par plein d'époques, plein d'histoires, des erreurs, des réussites, etc. Et en fait, il faut se puiser de tout ça pour essayer d'être meilleur plus tard. Et on est dans une génération, tous, l'architecte ne construit pas pour aujourd'hui. Il construit pour demain, il va construire des bâtiments. C'est-à-dire que moi, le dessin que je fais, le petit croquis que je fais maintenant, le bâtiment, il sortira dans 3-4 ans pour des personnes à peu près qui vont habiter dedans. Mais finalement, il y a peut-être des familles, des couples qui ne se connaissent pas encore, qui vont habiter dedans. Voilà. Quand on fait de l'urbanisme, on construit encore à beaucoup plus long terme. Les voies qu'on trace, dans 100 ans, 200 ans, elles seront encore là. Mais elles seront peut-être totalement différentes de ce qu'on a imaginé aujourd'hui. Donc, on se projette, évidemment, pour des personnes. On a des axes vers là où on veut aller. Et donc, c'est hyper important dans notre métier de ne pas regarder en arrière, de ne pas se dire « Ah, mais ça, c'était bien, il faut faire pareil ». Non, c'est pas ça le sujet. C'est où est-ce qu'on va, comment on s'appuie sur toute cette culture générale qu'on a tous, aussi bien de l'architecture que du territoire, et comment on apporte des réponses territoriales, implantées, etc., et qui vont apporter des petites pierres à l'édifice de ce que sera l'architecture et l'urbanisme plus tard. Très bien. Merci beaucoup Alexandre pour ce riche témoignage. Merci en tout cas d'avoir voulu m'interviewer, moi jeune agence, pour raconter finalement quelle était aujourd'hui ma nouvelle histoire. Oui. Le but dans Comme d'Archi, c'est d'interviewer toutes sortes d'architectes. Voilà, pour que ce merveilleux métier puisse être appréhendé par le maximum de gens. Voilà. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.